Bon, alors, comme vous voyez, cette conférence s'intitule Absence, néant et position. Donc, c'est un titre qui a posé beaucoup de problèmes à certains d'entre vous depuis. Et comme j'ai voulu lâcher aucune information sur ce qui se passait, dans cette conférence, fondamentalement, voilà, j'ai laissé planer le doute. Avant toute chose, je tiens à dire que ce que je vais dire, donc pour ceux qui voudraient traiter ma rigueur, etc., on va garder notre esprit critique, hein, faire attention. Je vais parler un peu d'histoire, un peu de maths, un peu de tout ça. On va essayer de faire en sorte de tous se poser les bonnes questions et de se dire que c'est pas parce que je dis des choses qu'elles sont forcément vraies. Heu, voilà, OK? Donc je vais essayer dans le maximum d'apporter des choses qui sont, vérifiées, validées. En revanche, on a aussi, un certain nombre de suppositions et voilà. Gardez en tête que ce qui est dit est à vérifier. Vous aurez toutes les sources à la fin de toute façon. Alors donc pour revenir sur absence, néant et position, je vous ai demandé il y a quelque temps, par le biais d'un sondage, donc à certains probablement certains d'entre vous, comment vous définissiez néant et absence, il y a un long moment. Donc on va parler un peu de ce que ça vous évoque, absence, néant et position et de ce que ça m'évoque moi. Mais avant, j'aimerais qu'on, regarde un peu ce que vous pensez au niveau de l'histoire des maths et quelle base vous pouvez avoir sur, un peu vos préjugés. Donc on va commencer par un petit jeu introductif. J'aimerais que dans Réaction en live, vous me disiez selon vous, de quand date l'apparition des nombres? Vous pouvez me donner une date, une période, peu importe, on verra ce que vous en dites. Ça m'intéresse, bon, ceux qui sont très calés et qui savent, éviter de donner des réponses trop rapides et trop précises, mais ça m'intéresse de voir que dans l'inconscient collectif, où se situe l'apparition des nombres. Et puis après on verra ce qu'on peut appeler nombre en fait. Ma question est volontairement mal posée. Alors je vais essayer de rendre le truc un peu dynamique, donc je vais pas vous attendre, tous très longtemps et je vais lancer direct une seconde question. Est-ce que vous croyez qu'à l'époque que vous allez citer, pour ceux qui l'ont pas fait, on savait représenter tous les nombres actuels? Donc a priori avant je parlais pas forcément de représentation, maintenant oui. Et si on savait pas tous les représenter, lesquels pouvaient manquer? Et puis ça commence à vous donner un peu le ton de ce qu'on va évoquer aujourd'hui et de ce dont on va parler. Bien, je vous laisse vous lire entre vous, je passe à la suite. J'aimerais savoir, en fait, pas forcément avoir vos réponses, mais plutôt que vous y réfléchissiez entre vous. Vous avez en face de vous quelqu'un qui comprend pas le français et qui connaît rien aux nombres, ce que sont les chiffres, les valeurs, même compter, il sait pas ce que c'est. J'aimerais que vous arriviez à lui faire comprendre ce que c'est le nombre 3. Donc finalement, comment est-ce que vous arrivez à vous figurer, comment vous arriviez à faire comprendre à quelqu'un ce qu'est le nombre 3? Dites-moi juste oui ou non, peut-être que vous y arrivez, je veux enfin pas forcément savoir comment vous feriez, mais OK Quentin, j'adore l'image de Quentin, une pomme, puis 2 pommes, puis 3 pommes et du coup pour rebondir là-dessus, eh ben, je vais demander à Quentin comment il ferait pour lui expliquer le zéro. Donc Quentin, si tu es capable de lui expliquer, ce qu'est le nombre 3, comment tu lui expliques le zéro? Tu lui expliques le nombre 3 en lui montrant 3 objets, comment tu lui expliques le zéro? A priori, ça paraît plus compliqué. Ouais, tu enlèves les pommes, mais du coup, est-ce qu'il va comprendre le concept de rien, de zéro, d'absence, de néant? Pour reprendre les termes de enfin bon voilà, c'était la question un peu ouverte que je voulais poser en début de cette conférence et on va pouvoir commencer à se demander, finalement, donc ce que ça évoque pour moi, absence, néant et possession et ce que ça a pu évoquer pour vous, absence et néant. On va mettre un peu position de côté pour l'instant. Hem, donc absence. Absence finalement, donc que j'ai symbolisé ici par cette balançoire vide. Hem, L'absence, vous me l'avez très majoritairement définie comme étant un vide à la place de quelque chose, le contraire de la présence ou la non-existence d'une chose, quand je vous l'ai demandé. Donc finalement, ça veut dire que, pour vous, pour qu'il y ait absence, il doit y avoir présence à un moment et que cette présence n'existe plus. Donc c'est défini majoritairement par la contradiction de la présence. Ce que je trouve, intéressant et je partage un peu
cette, hem, cette pensée, dans le sens où pour qu'il y ait une absence de quelque chose, il faut que ce quelque chose soit défini et qu'on sache quel est ce quelque chose. Ensuite, le néant, ça a été a priori plus compliqué pour vous à définir, hem, mais vous avez quand même réussi, certains en me disant que c'était indéfinissable, donc c'est une réponse plus ou moins satisfaisante, mais toutefois intéressante. Sinon, ceux qui me l'ont donné m'ont dit: «Absence stricte et totale». Notons quand même que le mot «absence» a été utilisé pour définir le néant, ce que je trouvais, intéressant, et il m'a aussi été dit: «Avant tout», donc le néant, c'est ce qui était avant tout. Voilà, moi je l'ai représenté par ce puits, qui profond et qui semble nous plonger un peu dans le néant. Et puis la position, j'ai mis une boussole, mais c'était simplement symbolique, et on en reparlera un peu plus tard de ce concept de position. Alors, au niveau du déroulé de cet exposé, on va commencer par parler origine. Alors origine de quoi? Pour l'instant, c'est encore un peu flou, quoique. On va parler utilité, déduction, conclusion, et puis après on va, conclure, cet exposé de manière générale. J'ai choisi des noms très, très larges, dans un premier temps pour pas dévoiler tout de suite, complètement, ce que je comptais faire, et heu et j'espère discuter de tout ce que je vais pouvoir dire après avec vous, parce que pour moi c'est une passion, aussi étrange soit-elle. D'avance, mes parties sont très mal réparties, je le sais. C'est une volonté. La partie origine est très, très développée, et parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant et le plus passionnant. Mais on a probablement beaucoup de choses aussi à dire dans les autres parties de cet exposé. Mais enfin, avant toute chose, on va essayer de parler de quelque chose d'important. Alors, on a des cracks en maths là, à côté, qui vont pouvoir, appuyer mon propos ou me dire que je me trompe, complètement. Mais, heu, on va définir qu'un nombre n'est pas un chiffre et vice versa. De la même manière que vous ne définissez pas une lettre comme un mot ou un mot comme une lettre, les chiffres constituent les nombres. Et on va essayer de garder cette image en tête du début à la fin, ce serait bien, histoire de pas se méprendre quand on parlera de chiffres et quand on parlera de nombres, hein. On va définir que le chiffre, c'est le symbole qui permet de représenter le nombre, hein. Donc si je prends la lettre A, certes, c'est un mot, mais quand je l'utilise en tant que symbole, c'est une lettre. Le caractère qui s'affiche sur mon écran, c'est une lettre. Et le mot A, du verbe avoir, est un mot. Donc avec les lettres A, D, E, I, J, je permets de former les mots déjà, jade, et cetera. Et donc 2 est bien un nombre en tant que la quantité 2, mais le chiffre 2, c'est ce qui permet d'écrire 20, 22 et 222 par exemple. Voilà, une fois cette, définition posée, on va pouvoir, avancer sereinement en ayant le bon vocabulaire. On va commencer par faire un petit tour auprès d'une citation que j'ai donnée, en description de cette, conférence, qui dit: «Au début, il n'y avait rien, ou plutôt si, au début, il y a toujours eu quelque chose». Alors, on reviendra dans quelques diapos sur cette citation. Je vous laisse un peu méditer dessus, je vous laisse encore toujours un peu dans le flou, mais moi, elle me passionne vraiment, et quand on sait de quoi elle parle et ce qu'elle veut dire, c'est très beau et très bien dit. Je me base sur une deuxième citation, puisque j'ai utilisé majoritairement 2 ouvrages, pour préparer cette conférence. La deuxième citation dit: «Si vous regardez zéro, vous voyez rien, mais regardez à travers et vous verrez le monde». On commence à toucher d'un peu plus près, ce dont on va parler dans cette conférence, et cette citation, si on ne revient pas dessus, hem, finalement elle est aussi excellente, et elle dit beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à y réfléchir, philosophiquement, une fois qu'on aura détaillé un peu le tout. Ça a vraiment un sens, très important et très intéressant. La première citation, ah ben non, je vous montre les 2 livres après. Donc la première citation était du livre de droite, donc dans Le secret des nombres, la version blanche, donc la grande version que j'ai mise,
Il faut savoir que cette version, c'est une version de 2015, une édition de 2015. Il y a une autre édition, donc la petite en bleu à droite, qui est sortie en 2018 et qui a quelques corrections, il y avait quelques soucis et voilà donc préféré la version de droite, mais je préfère l'illustration de la version de gauche. Donc j'ai laissé la page blanche avec ce voilà, dans le secret des nombres en grand. Donc ça, c'était la première citation et le «À propos de rien, une histoire de zéro» à gauche qui est le livre dont est tirée la seconde citation. Voilà. Sur ce, on va entamer, de manière un peu plus, directe, cette, conférence et on va commencer à parler d'origine des nombres et je parle bien des nombres et donc on va pas parler de chiffres pour l'instant, on va parler de ce qui nous a permis de compter, les nombres donc. Ce qui nous a permis de compter et la première chose dont on est sûr d'avoir vu des traces et qui nous a permis de compter, a priori, ce sont nos doigts. On n'est pas sûr, hein, que tout le monde utilisait ses doigts dès le début, mais la plus ancienne trace qu'on ait retrouvée de choses qui comptent, ce sont les doigts. Ça me paraissait important de le signaler quand même et un peu plus sérieusement, hem, il y a un truc, magnifique qu'on a trouvé, qui est une trace, assez incroyable de trucs qui comptent, on va l'appeler comme ça. Hem, c'est l'os d'Ishango. Donc qu'on a trouvé en République démocratique du Congo il y a à peu près 20 000 ans. Donc si tout à l'heure on parlait de découverte des nombres dans les petites questions au début, hem, bah, voilà, on est à peu près il y a 20 000 ans, on est pas mal en termes de date. Hem, donc c'est ce bâton, c'est un os, heu, on ne sait pas grand-chose dessus finalement. On a beaucoup de doutes, beaucoup de spéculations, c'est ce que je disais, faire attention à ce qu'on peut dire et lire là-dessus. Hem, il s'agirait d'un os humain, de singe ou de lion, très probablement, mais je crois que c'est pas ce qui nous intéresse particulièrement. En revanche, on arrive à compter, vous voyez, au niveau de la partie droite, on a essayé de comprendre ce qui avait pu être représenté avec donc des petits bâtons qui ont été dessinés ou gravés dans cet os et finalement on retrouve, 3 colonnes principalement avec donc les nombres 11, 13, 17, 19, 3, 6, 4 et cetera. Hem, le petit truc, un peu marrant et intéressant qu'on voit là-dedans, c'est quand on regarde la colonne de gauche, il s'agit donc 11, 13, 17, 19 des nombres premiers compris entre 10 et 20 et je trouve que c'est très élégant quand même, que ce soit ces nombres-là qui soient représentés. Hem, voilà, c'est une spéculation comme une autre. On sait pas d'où ça vient. On sait pas s'ils avaient la possibilité d'avoir la connaissance des nombres premiers. On sait pas on n'en sait rien, mais c'est élégant, c'est étonnant. Donc voilà. De manière générale et je le détaillerai pas, mais on a en sciences et en histoire des sciences, beaucoup d'a priori et de spéculations de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on va souvent émettre des hypothèses, hem et il y a beaucoup de personnes qui croient qu'on aurait perdu ou pas retrouvé un grand nombre de connaissances et ça me fait penser, à une discussion que j'ai eue avec un ami qui est extrêmement cultivé et intéressant et qui m'a présenté la machine denticitaire. Alors pour ceux qui connaissent, c'est, et qui s'y sont plongés, c'est super, intéressant et intriguant comme machine et pour ceux qui connaissent pas, je vais pas le détailler parce que c'est pas du tout en rapport avec ma conférence. En revanche, ça fait partie de ces choses qu'on croit, qu'on sait pas, qu'on a perdu, les savoir-faire un peu ancestraux, en sciences que l'humain pourrait avoir oubliés ou ne pas recomprendre aujourd'hui et heu et c'est ce qui fait aussi un peu la beauté de ce truc-là. Donc je vous ai remis des liens à la fin et je vous invite à aller vous renseigner là-dessus, c'est vraiment très passionnant et peut-être qu'un jour on aura une conférence dessus de la part de l'un d'entre vous. J'en serais ravi. Ensuite, on va donc, avancer et parler d'autres nombres, puisque finalement on va essayer d'avancer un peu dans les nombres. Donc les prochains nombres dont je voulais vous parler, ce sont les nombres égyptiens ou les chiffres égyptiens, puisque finalement on commence à avoir une représentation.
Hein, donc si chacun traduit une quantité en nombre, ils sont chacun un symbole, donc un chiffre. Hem, Encore ici, on trouve énormément de, mmh, de raisons, d'appellations, de symboles différents, pour chacun de ces nombres. Le bâton étant représenté comme l'unité, au début, ce qui peut être apparenté à une anse, contiendrait éventuellement environ 10 objets et donc ce serait pour ça qu'on a mis le 10. Vous noterez l'emploi de mon français qui insiste sur le fait qu'on est sûr de rien, hein. Le 3e nombre, le 100, qui ressemble à une spirale, serait un papyrus roulé qui pourrait contenir environ 100 hiéroglyphes, qui expliquerait la valeur de 100, qui serait logique. Heu et pour le lotus, l'index, le tétard et le dieu agenouillé, je ne vous donnerai pas les raisons de ces valeurs puisqu'elles sont, selon moi, beaucoup trop controversées pour avoir du sens. Les premières, on tout le monde se rejoint à peu près là-dessus. Autant les dernières, c'est de la spéculation, pure et dure et voilà, ça n'a que peu d'intérêt. Hem, du coup, on va faire un petit test, quand même. Je vais vous demander combien ça vaut. Le principe de ces nombres est tout bête. Il suffit d'additionner les symboles que vous voyez. J'avoue, je l'ai pas fait très compliqué, hein. Mais bon, c'est pour voir si tout le monde me suit. 137. Oui, merci Quentin. Bon, on est bien sur 137, hein. On a une représentation de 100, une représentation de 30, une représentation de 7. Bon, le problème de tous ces trucs-là, et en fait, on va pas en parler tout de suite, on en parlera un peu plus tard. On va d'abord commencer par aller voir 2 autres nombres, 2 autres, séries de nombres et familles de nombres et de chiffres que vous connaissez probablement bien, surtout la deuxième, mais pas la première. Les nombres grecs, vous voyez qu'on a un certain nombre de symboles. Hem Et en fait, on en a un grand, grand nombre. Les nombres grecs, qui constituent donc de la même manière, une forme additive. Donc c'est-à-dire que si on voulait représenter 902, bah, on écrit 900 et puis on ajoute 2 à côté. Ça nous fait 902. Les nombres grecs, ils ont donc pris l'alphabet grec, comme vous pouvez le voir pour ceux qui connaissent l'alphabet grec. Oui, ce sont les lettres grecques. Alors, pour savoir si les je réponds à Quentin parce que je le vois en direct, comme ça c'est, vous avez la réponse en direct. Dans le cadre d'un texte, il me semble que, il y avait un point qui était ajouté, en haut ou en bas du nombre pour, spécifier que c'était un nombre et que c'était pas du texte. Il me semble, hein, c'est à vérifier. Voilà, et les nombres romains que vous connaissez qui présentent un système un peu différent puisque, il intègre la soustraction, ce que n'intègrent pas les autres systèmes. Et donc on commence à avoir des systèmes additifs un peu plus poussés que, le premier qu'on a vu. Voilà. Hem, Quel est le point commun entre tous ces systèmes? Finalement, j'avais pas arrêté de le répéter, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. Le point commun de tous ces systèmes, c'est l'addition. Et finalement, l'addition, bah, ça pose un problème dans le sens où on va avoir certains nombres qui auront un nombre extrêmement grand de symboles et on a besoin d'inventer énormément de symboles dès lors qu'on veut représenter des grands nombres. Si par exemple on n'invente que des symboles jusqu'au nombre 100, si on veut représenter 100 milliards, il va falloir ajouter des 100. Donc on est obligé soit d'avoir énormément de symboles, soit de trouver une autre manière de faire. Donc finalement l'addition nous mène à notre première problématique, heu et qui va nous donner le ton de cette conférence et ce de quoi on va parler, le zéro. Le zéro n'existe pas, à cette époque, on ne compte que ce qui existe et finalement ça peut commencer à faire écho un peu à ce qui a été dit avant. On ne fait qu'ajouter des quantités et ajouter rien, bah, ça n'a pas de sens puisqu'on ne va pas ajouter rien. Mais, hem, mais,
Non, il n'y a pas de mais ici, c'est une erreur de ma part. Oui, on va expliquer donc la citation qu'on a vue tout à l'heure, qui disait voilà: «Au début, il n'y avait rien», ou plutôt si, au début, il y a toujours eu quelque chose. Quand elles disent, pardon, ce sont 2 femmes: «Au début, il n'y avait rien», rien, c'était rien pour montrer ou faire apparaître, quelque chose qui soit composé de rien. Donc il n'y avait rien, sous-entendu le zéro n'existait pas, il n'y avait pas de zéro. Ou plutôt si, au début, il y a toujours eu quelque chose puisque, bah, on n'avait pas cette notion de rien, donc il n'y avait pas rien puisqu'il y avait toujours quelque chose. Cette opposition est vraiment forte et je la trouve vraiment, très poétique comme citation. Et l'histoire du zéro, je trouve, ressort énormément dans cette citation. C'est-à-dire qu'au début, ben, on n'avait rien pour représenter rien, aussi ironique que cela soit. Hem, du coup, on a vu que les systèmes additifs posaient un problème, posaient un problème au niveau des grands nombres, et cetera. Heu, est-ce qu'on a des systèmes non additifs? Oui, évidemment, le nôtre en est un. Notre système, positionnel, on voit apparaître le mot position. Mais il y en a eu d'autres avant nous. Il y en a eu d'autres avant nous. Le système de numération positionnelle babylonien, qui date donc de 3000 avant Jésus-Christ, dont je vous laisse regarder les magnifiques, valeurs à droite. On a on a finalement plus que 2 symboles, un symbole d'unité et un symbole de dizaine, et il suffit de les combiner. Alors à nouveau, on a beaucoup de symboles dès lors qu'on veut écrire des grands nombres, mais ce qu'il se passe, c'est qu'en fonction de l'endroit où se trouve le symbole, il a une valeur différente, d'où la notion de position. Si le symbole se trouve tout à droite, il vaut 1, et chaque fois qu'il y a un symbole, vous ajoutez 1. Si le symbole se trouve un cran à gauche de ce symbole-là, il vaut 60 fois plus que le rang précédent, puisqu'on est en base 60. Ce qui signifie que si je mets 2 symboles tout à droite, j'ai 2, et je mets un symbole juste à gauche de ce symbole-là, je rajoute 60 et j'ai donc 62. Et donc comme ça, je peux représenter tous les nombres. Cependant, si on regarde, ce qu'on a écrit ici, on va avoir un petit problème. Comment est-ce que je suis capable de différencier le 3000 et le 50? Le 3000, c'est l'avant-dernier de la colonne de droite et le 50, c'est le dernier de la colonne du milieu. Ce sont exactement la même représentation. La seule différence est que le 3000 est décalé de 2 crans vers la gauche et le 50 est décalé d'un cran, non, il n'est pas décalé, il est au niveau des unités, puisqu'on a 5 dizaines au niveau des unités. Et donc là, on a quand même un problème qui est engendré par ce système, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut apporter à ce système. Est-ce que vous avez des idées? Ça m'intéresse. Marquer l'absence, ouais, c'est une idée intéressante. Finalement, comme on parle de zéro, peut-être que marquer l'absence, ça a du sens. Dessiner des cases et les laisser vides, je crois que ça aurait été vraiment une solution idéale. Avant de passer à ce qui pose problème et de trouver une solution, on va aller regarder les avantages de ce système. Les avantages de ce système, c'est donc qu'on a énormément de grands nombres. À partir de 2 symboles, un symbole d'unité et un symbole de dizaine, on peut écrire tous les nombres qu'on souhaite. Donc on n'a pas besoin d'inventer X ou Y symboles comme on le faisait avant. Ce qui est quand même une avancée assez incroyable. Les additions sont simplifiées. Pourquoi? Parce qu'avant, on devait, on avait les symboles, et quand on ajoutait 1 et 5 par exemple, il fallait avoir 6, et bon, aujourd'hui on est revenu un peu à ce système-là, mais et c'était un autre symbole. À cette époque-là, avec la numération babylonienne, si on ajoute 1 et 5, en fait, on ajoute un symbole à 5 symboles et ça nous fait 6 symboles, et voilà, point. Et donc les additions sont grandement simplifiées. Mais comme on l'a vu, on a quelques problèmes, puisque dans le cas, par exemple, où je veux écrire 3601, qui correspond donc à 60 au carré 3600 plus 1, que faire de la position entre guillemets 60 puissance 1? Donc comme je le disais, tout à droite, on aura les unités, au milieu, on aura les 60 fois quelque chose, et tout à gauche, les 3600 fois quelque chose. A priori, on veut écrire 1 fois 3600 plus 0 fois 60 puissance 1 et plus 1.
Mais ce 60 puissance 1, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vous avais proposé différentes possibilités, marquer des cases vides, marquer l'absence, etc. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que on a commencé à se dire qu'on pourrait rajouter une espace. Bon, alors c'est ce qu'ils ont commencé à faire, hein, vous l'avez vu à droite et à gauche. Ça restait ambigu, suffisait qu'en l'écrivant vite, on le voit mal. C'est pas la solution optimale. Donc on a décidé de inventer, on a décidé, je ne fais pas partie de ceux qui en ont décidé, mais enfin vous m'avez compris. On a décidé d'inventer un symbole qui marquait l'absence. On a inventé le zéro. Donc on a ce zéro qui est ce chevron qui ressemble finalement exactement au pardon, j'ai perdu le nom. Le chevron et la dizaine et je n'ai plus, le clou, c'est le clou et donc le clou, double clou, oblique, qui nous permettait de marquer le 0 et ainsi, on a notre réponse et on sait comment représenter 3601. On met notre marqueur de 3600, notre clou pour 3600, 0 fois 60 et notre 1. Et notre 3601 est enfin distingué d'un 61 par exemple. Alors je vois Maxime qui répond au Paint et effectivement, j'ai vu que Paint avait plu dans certaines, conférences, alors je m'y suis essayé, lors de ma conférence. Alors, il faut noter quand même quelque chose, c'est qu'on n'a pas réglé notre problème tout à l'heure de 50 et de 2600 et de 3600 ou je sais plus combien on avait. Pourquoi? Parce que les Babyloniens ne mettaient jamais ce symbole tout à droite ou tout à gauche. Ainsi, le 1 et le 3600 s'écrivent techniquement de la même manière. La seule chose qui peut les différencier, c'est le contexte. Et donc là, ben, ça pose quand même des problèmes, parce qu'entre 1 et 60, je suppose qu'il y a certains contextes où entre 1 et 60, on doit pouvoir avoir confusion. Mais voilà, c'était le choix qui a été effectué. Ce marqueur de position ne marque jamais l'extrême droite ou l'extrême gauche, si je peux y dire ainsi, sans faire effet de politicien pour autant. Alors, là, on va arriver à un moment de la conf qui prend tout son sens, puisque rien va devenir quelque chose, si on peut le dire ainsi. Donc rien devient quelque chose. Le système positionnel en base 10 par les Indiens, donc qui notamment par Aryabhata, qui était un astronome mathématicien qui a vécu de 476 à 550, c'est vieux. C'est vieux, mais pas si vieux par rapport au début des nombres qu'on a vu tout à l'heure. On commence à avoir donc un système positionnel qui ressemble au nôtre, en base 10, donc qui compte de la même manière que nous. Et donc rien devient enfin quelque chose dans le sens où ça y est, on a toujours un symbole de 0 et on sait aussi que chacun, voilà, il a été dit d'une place à l'autre, chacun est 10 fois le précédent. On commence à avoir un peu de relations mathématiques qui commencent à expliquer ce système et la manière dont il doit fonctionner. Ce que je vous propose de faire, c'est de claquer des doigts et d'aller 100 ans plus tard pour avoir des jolies règles d'arithmétique avec Brahmagupta qui définit enfin 0 comme un nombre. Et notons tout à l'heure la différence entre chiffre et nombre. Jusque-là, 0 était un chiffre. 0 vient de devenir un nombre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire et ce qu'on vient de vivre. C'est assez incroyable, je suis très ému. Brahmagupta dit: quand 0 est ajouté ou soustrait à un nombre, ce nombre ne change pas. Donc ça veut dire que b plus 0, c'est égal à 0 plus b, c'est égal à b. Ça paraît trivial, hein, mais ça a tout son sens. Et il définit aussi que b moins 0 égale b. Il faut savoir, là où c'est le plus choquant, c'est que les ouvrages de Brahmagupta, dont je ne vous lirai pas les noms pour une raison que je vous affiche ici, sont, si je ne me trompe pas, entièrement rédigés en vers. C'est-à-dire que tout rime.
Et il n'y a pas de maths, il y a que de l'écrit, c'est joli. Mais ça dit tout ça, ça dit toutes ces jolies choses, en vert. Et bon, c'est élégant, c'est magique, mais ce sont les raisons pour lesquelles on les rédige un peu différemment aujourd'hui. Hem, Ce qu'on va faire, c'est que devant, les magnifiques mathématiciens que vous êtes, on va se permettre une petite démonstration. On va tenter de démontrer par l'absurde que le zéro est unique. Alors je vous vois venir, le zéro, on va le définir un peu avant. On dira que le zéro, c'est le nombre qui, quand on l'ajoute à un autre, laisse ce premier nombre inchangé, OK? C'est cette vision-là du zéro, on va montrer qu'il n'y a pas d'autre nombre que le zéro qui a cette propriété-là. Alors on va détailler un peu la démonstration ensemble. Pour, montrer ça par l'absurde, on va supposer qu'il en existe un autre et on va montrer soit qu'on a une incohérence, soit que ce second est égal au premier. Donc on va supposer qu'un autre «zéro» entre guillemets existe, on va l'appeler U. Ce nombre U, on sait alors qu'il laisse inchangé n'importe quel nombre par addition. Donc ça veut dire que si j'ajoute U à 0, je conserve mon 0. Et je peux avoir la même relation avec 0. C'est-à-dire que si j'ajoute 0 à U, je conserve U. Et alors je peux très vite conclure que j'ai 0 pardon, qui est égal à 0 plus U, c'est notre première relation, mais qui est aussi égal à U plus 0, puisque 0 plus U, U plus 0, on a la commutativité de l'addition. Et U plus 0, on a dit que c'était égal à U. Et on a donc bien 0 égale U, et en définissant U comme un autre nombre que 0, mais si 0 égale U, on a une petite incohérence, et on vient de prouver que 0 était unique. Et donc si ma non, en fait, j'ai écrit là, excusez-moi, faut que j'arrête de lire les réactions, ça me perd à chaque fois. On va aller dans la suite des règles de Brahmagupta et on va en faire crisser des dents certains. Brahmagupta a dit que 0 multiplié par n'importe quel nombre donnait 0. Donc, admettons, jusque-là, on est d'accord avec lui, ça ne pose pas de problème. En revanche, si on lui demande ce qu'il pense de la division, Brahmagupta nous répond que 0 divisé par 0 vaut 0. Bon, alors c'est un autre débat, hein. On entend souvent qu'on a des problèmes à diviser par 0. Écoutez, je crois qu'on peut lui, accorder le fait que son texte était en vers magnifique et on peut lui accorder que 0 divisé par 0 vaut 0 dans cette circonstance. Bien, c'était le côté un peu ironique de ce truc-là. Par contre, j'ai une question à vous poser. Jusque-là, on a dit qu'on avait réussi à définir le nombre 0. On l'a même défini comme un nombre unique. Comment on l'appelle? Après tout? Après tout, on n'a jamais donné de nom à ce 0. Donc je vais vous donner un petit arbre de l'évolution du mot, qui a donné le 0, qui a pu donner chiffre aussi. On a eu toute cette évolution-là, on est parti de Zunia en bas, principalement, c'est la grosse branche et puis on remonte. Donc tout en bas, vous avez, les différentes racines, en haut les noms actuels et je pourrais rester des heures devant cette figure, je la trouve, vraiment magnifique. Donc je vous laisse un peu profiter de la vue et puis on va s'attaquer à un petit truc qui ressemble à un paradoxe, mais qui ne l'est pas vraiment. Bien, on va y aller. On va parler d'Ulysse et Polyphème dans l'Odyssée. Pourquoi je parle de ça? Vous connaissez sans doute cette histoire. En fait, l'histoire d'Ulysse et Polyphème, c'est que Polyphème, a été trompé par Ulysse. Ulysse lui ayant signalé s'appelait personne et donc Polyphème après ayant été moqué car,
personne l'a attaqué. Et évidemment, si personne l'a attaqué, il y a à se demander pourquoi il a été attaqué. C'était le petit paradoxe engendré dans l'Odyssée. Et on peut se demander pourquoi, à cette époque, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, on arrive à conceptualiser ce genre de jeu de mots. Donc, quand on dit personne veut me tuer par traîtrise et non par force, c'est que voilà, personne, on joue sur le fait que personne signifie l'absence de quelqu'un, hein, on est toujours sur cette notion d'absence. On peut se demander pourquoi, finalement, on arrive à élaborer ce genre de jeu de mots, mais que la notion de zéro en tant qu'absence de quelque chose, on ne l'est pas du tout dans les maths à cette époque. Voilà, c'était le petit paradoxe que je voulais soulever. C'est personne finalement est un peu notre zéro. Il est à la fois rien et à la fois quelqu'un dans le sens où notre zéro c'est rien, mais c'est quand même un nombre qui a l'importance en tant que position. Hem, on a beaucoup parlé du nombre zéro. On a parlé de son appellation. On a un peu évoqué sa représentation, mais en tant que le double clou, vous savez, oblique de tout à l'heure. Et finalement, on ne voit pas trop d'où vient le zéro tel qu'on le représente aujourd'hui. On ne l'a pas évoqué encore, et c'est ce qu'on va faire dans la suite. Donc pourquoi ce symbole du zéro? Alors c'est ici que je veux qu'on soit tous bien attentifs sur ce qu'on va pouvoir dire, et voilà, on va faire attention à marcher sur des œufs. On n'a aucune certitude de tout ce que je vais dire après. Il y a énormément de théories. Et globalement, elles ont toutes été critiquées, toutes ont été rejetées à un moment ou à un autre. Donc on ne peut se baser sur rien. L'hypothèse, que je trouve l'une des plus élégantes et qui nous amène à d'autres concepts, mathématiques après, on arrive jusqu'aux limites et tout ça, on est bien quoi, se trouve dans le vase de Darius. Donc vase de Darius, dont on va parler tout de suite. Donc le vase de Darius, c'est ce que vous voyez à droite là. Toutes les peintures ont été faites par un peintre anonyme. Ce vase, on le date entre -340 et -320 à peu près. Pour info, il est très grand. Il fait 1,30 m de haut. Je le voyais beaucoup plus petit quand j'ai découvert ce vase, et presque 2 mètres de circonférence, donc c'est quand même un gros vase. Donc au niveau du col, tout ce qui est la partie haute, vous voyez, on peut découper le vase en 4 parties. Il y a 4 rangées de dessins. La rangée tout en haut, c'est toute une rangée avec des dessins de combat divers et variés. La partie supérieure, donc la deuxième en partant du haut, ce sont les dieux grecs. La partie d'en dessous, c'est Darius et sa cour. Et enfin, la partie qui nous intéresse tout en bas constitue la collecte des impôts. Et alors, je vous propose de sortir de ce vase une image que je vous ai mise à gauche, qui est intitulée «Le trésorier de Darius à sa table de calcul». Et on va aller voir d'un peu plus proche ce qui se passe sur cette table, et quels sont les enjeux et qu'est-ce que ça implique pour notre représentation du zéro. Je bois un coup parce que j'ai du mal. Bien, donc on attaque la partie de gauche. La partie de gauche, les petits points, les tout petits hauts que vous voyez, représentent l'obol, qui est une monnaie, une valeur monétaire qui ne vaut pratiquement rien en fait. À l'époque, c'est insignifiant. Pour la petite histoire, selon les rites de l'époque, on devait placer une obole dans la bouche des morts pour leur permettre de payer le passage du Styx. Donc voilà, ceux qui payaient pas étaient condamnés à rester sur le bord et durant 100 ans et à se débrouiller pour eux. Voilà. En fait, l'obol, on considère ici, dans cette image, avec ce qu'on en sait aujourd'hui et ce qu'on veut y voir surtout, je crois, et c'est pour ça que je dis qu'on fait attention avec ce que je dis, voilà. C'est que l'obol semble être utilisé pour représenter ce rien.
Et en fait, on remarque qu'il ne représentait pas rien avec rien, mais avec presque rien, hein. C'est-à-dire que si la notion de rien, donc le zéro, ne leur était pas, familière, ils acceptaient volontiers de dire que «Ouah, c'est presque rien». Voilà, hein, mais on n'était jamais, vraiment à zéro. Hem, donc a priori, on a une forme ronde qui ressemble à notre zéro, a priori. Donc on peut envisager que ce rond plein, donc qui était représenté en noir sur la majorité des tables, ait engendré la forme ronde du zéro. C'est l'hypothèse qui semble la plus probable. Ou alors on parle des lettres grecques, pardon. Les 2 semblent, les 2 semblent tout aussi plausibles, mais enfin je trouve l'origine du vase de Darius et le presque rien mathématiquement bien plus joli. C'est pour ça que c'est celle-ci que je vous présente. Et dans tous les cas, si jamais le rond plein, a engendré la forme, il paraît évident qu'on a arrêté de le colorer juste parce que ça n'avait pas plus de sens que d'en rajouter, quoi. Mais enfin, reste vrai que tout ceci ne sont que des suppositions et je réitère, on n'a rien de certain. On va aller parler d'un manuscrit important dans l'origine des nombres, un manuscrit qui nous vient du Pakistan, de Bakhshali, et qui commence à montrer un peu les nombres tels qu'on les a, aujourd'hui. On peut commencer à reconnaître le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, tous les nombres qu'on connaît, on les reconnaît plus ou moins. Alors, je vous accorde que le 8 ressemble plus à notre 5 que le 5. Voilà, j'étais sûr que l'un de vous ferait la remarque. Alors, il faut savoir 2 choses. La première, c'est que, le manuscrit s'appelle manuscrit de Bakhshali parce qu'il a été retrouvé à Bakhshali, qui est donc un village au Pakistan. Donc les nombres que vous voyez, c'est les nombres tels qu'ils sont utilisés dedans. En revanche, on a beaucoup de mal à dater ce manuscrit et c'est pour ça que j'ai pas mis de date, puisqu'on a commencé par le dater entre 885 et 993. Le problème, au carbone 14, hein, on a daté, c'est de l'écorce et on l'a daté comme ça. Le problème, c'est qu'on a daté, en retrouvant une autre partie du manuscrit et qu'on l'a daté de 680 à 779. Bon, du coup, on a eu un gros problème parce qu'on a fait un bond en arrière de 200 ans. Bon, on s'est dit: «C'est bien, on est plus proche» et puis on a recommencé, on a trouvé encore un bout, on a recommencé à le dater, puis on l'a daté de 224 entre 224 et 383. Donc là, on commençait à être vraiment bien dans le truc et on recule petit à petit et donc on ne sait pas à quel point on est fiable, à quel point on est arrivé au bout, à quel point on va encore pouvoir, le dater plus tôt, et cetera. Quoi qu'il en soit, à aujourd'hui, c'est le plus vieux document qui montre, l'apparition d'un symbole pour le zéro. Donc c'est quand même un document super important par rapport à la conférence que je vous présente aujourd'hui. Petite anecdote drôle, dans ce manuscrit, on a les nombres négatifs qui apparaissent, selon ce qu'on en a déduit. Et le plus amusant dans cette manière de traiter les nombres négatifs, c'est que pour signaler qu'un nombre était négatif, on ajoutait le symbole plus à la fin du nombre. Je vous laisse avec cette information, hein. On ajoute le symbole plus pour dire qu'un nombre est négatif. Donc voilà, c'était et en même temps, comme le dit Quentin, la notion de dette est apparue et en fait, on a commencé, Brahmagupta a commencé pour faire un retour très rapide là-dessus, avec les négatifs en parlant de fortune et de dette. On pourra l'évoquer après, mais en effet, le zéro c'était neutre et puis, tout ce qui était négatif, c'était une dette, et cetera. Enfin, on va faire une petite parenthèse, philosophique, puisque j'aime la philo un peu, c'est cool. Parce qu'a priori, le zéro, c'est quand même une notion un peu complexe. Notons donc que, l'infini était fui par les Grecs, puisque, le zéro, ils l'aimaient pas et ils aimaient pas l'infini non plus.
Et comme a priori, on va se garder tout concept et toute remarque de rigueur, Quentin, le 0 semble mener à l'infini par l'inverse, et réciproquement, et on avait donc du mal à accepter le 0 et à accepter l'infini, notamment chez les Grecs. Et il semblerait qu'Aristote définissait l'infini de deux manières différentes, parce que pour lui, il ne pouvait pas y avoir un seul infini. Donc il y a un infini qualitatif inintelligible, pardon, et donc ça, il est synonyme de privation, cet infini. C'est-à-dire qu'on a un infini qui nous prive de savoir, finalement, puisque si on a une infinité, c'est qu'on ne peut pas l'atteindre. Et on a un infini positif qui est la perfection, et en fait, c'est un infini c'est le plus qu'on puisse faire. Okay, donc c'est la perfection. Dès qu'on l'a atteint, c'est qu'on est parfait et qu'on ne peut pas aller plus loin parce que faire plus, ce serait aller au-delà de la perfection, et ça semble ne pas exister. Je me permets de vous demander un instant de calme pour ma voix. Et pour ce faire, je vais faire appel à Quentin qui, par surprise et par gentillesse, accepte de parler à ma place sur la prochaine diapositive, qui parle donc de la vérité physique du 0 et les raisons aussi pour lesquelles on a eu du mal à le conceptualiser. Quentin, je te laisse la parole. Alors, salut tout le monde. On m'a dit d'intervenir à partir de cette diapositive, donc on m'a donné des ordres, notamment de 4 trucs sur lesquels je dois intervenir. Et au tout début, on m'a demandé de parler de la longueur de Planck. Et donc, la longueur de Planck, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une longueur qui fait partie des unités de Planck. Donc, les unités de Planck, ça constitue tout un système où il y a notamment la constante de Planck, H, qu'on voit souvent en physique, qui est utilisée pour noter l'énergie notamment. Il y a aussi le temps de Planck, qu'on appelle aussi parfois le chronon. Et il y a la longueur de Planck. La longueur de Planck, c'est un petit peu la longueur en dessous de laquelle toute mesure n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens, puisqu'on pourrait dire qu'en dessous, il n'y a pas vraiment d'espace. En quelque sorte, en dessous, l'espace, ça devient ce qu'on pourrait appeler une mousse quantique, en quelque sorte. Pour être plus précis, en fait, la longueur de Planck, c'est une longueur qui fait que si on essaye d'explorer quelque chose qui est plus petit, alors le photon, par lui-même, ne peut plus exister comme on le connaît, puisqu'on est capable de calculer le rayon d'un photon, notamment grâce à la longueur de Planck, avec une formule qui n'est pas forcément très jolie. Une autre façon encore de voir la longueur de Planck est de comprendre qu'on est sur quelque chose qui est très 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 petit et on s'approche affreusement du 0, c'est de se dire que si on regarde les relations d'incertitude d'Heisenberg, peut-être que vous connaissez, qui disent qu'on ne peut pas connaître avec précision et la vitesse et la position. Alors, lorsqu'on regarde quelque chose avec une précision de l'ordre de la longueur de Planck, alors pour réussir à connaître la vitesse, donc, il serait forcé d'avoir une énergie, de mobiliser une grosse énergie pour prendre cette mesure, et cette énergie, ce serait globalement l'énergie que représente la masse de l'univers. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur la longueur de Planck. Ensuite, on m'a demandé de vous parler du vide. Parce que le vide, c'est quand même une notion qui est assez différente du néant ou du 0. Le vide, on a tendance à qualifier ça comme étant une absence de matière. Au passage, je regarde s'il y a des questions qui interviennent. Ouais, non. Donc le vide, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je vais vous parler de la façon la plus physique de le voir. Donc le vide, c'est une notion qui est plus statistique qu'autre chose. Le vide, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un certain espace, il n'y a plus rien. Mais plus rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de molécules, plus d'atomes, plus rien. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le nombre de molécules, de particules, donc le nombre de quelque chose par unité de volume. Donc on va regarder, on va les compter, et grâce à ça, on va pouvoir qualifier notre vide. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs notions, on va dire, de vide. Notamment, on va pouvoir aller des fois de vide grossier. Le vide grossier, c'est ce que vous pouvez faire avec une pompe à vide. Une simple pompe à vide, vous branchez, ça aspire et on a une pompe à vide. Ça veut dire qu'on peut qualifier avec ça un nombre de particules, enfin de molécules par centimètre cube, ou encore la distance moyenne, si on veut, entre les chocs de deux particules qui sont dans le même espace, ce qu'on appelle le libre parcours moyen. On peut parler de vide fin, de vide primaire, de vide secondaire, d'ultra-vide, d'ultra-ultra-vide quand on est vraiment très très chaud.
Et l'ultra ultra vide, par exemple, ça veut dire je crois qu'on est à moins de 10 puissance 4 particules par centimètre cube à peu près, donc ça veut dire molécules, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment plus grand-chose. On peut considérer qu'il y a plus d'air en quelque sorte, et donc le libre parcours moyen dépasse les 10 puissance 4 ou 5 je crois kilomètres, donc beaucoup de kilomètres, ce qui veut dire que indirectement, le vide en tant que tel, c'est-à-dire zéro particule, ça peut pas exister. Puisque le vide, finalement, c'est jamais rien que avoir un certain nombre de particules par unité de surface et le diviser, le diviser, le diviser. Et comme vous le savez, malgré ce qu'a dit Brajmaniata, quand on divise par zéro, enfin, on peut pas diviser par zéro pour obtenir zéro. On peut diviser autant de fois qu'on veut, on n'obtiendra jamais zéro par la division. Ce qui veut dire qu'on va avoir quelque chose qui est de plus en plus bas, mais ce sera pas vide. Par contre, statistiquement, on réfère l'homéopathie, on peut se dire que en divisant plein de fois, on peut trouver un espace entre deux molécules qui, en quelque sorte, est vide. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur le vide. Et le vide, c'est vraiment une notion qu'on rencontre principalement dans l'espace. En gros, c'est l'absence de matière. À ne pas confondre avec le néant, où il n'y a pas de matière, pas d'énergie, pas d'espace, pas de temps. Alors que le vide, c'est plus l'absence de matière qui va nous intéresser. Ensuite, on m'a demandé aussi de vous parler de la masse, mais plus précisément d'une masse qui est nulle. Donc une masse, je vous rappelle que la masse, ça va caractériser une quantité, la quantité de trucs qui est en vous, on pourrait dire de façon très simple. Et la masse, on peut la calculer en comptant justement chaque petit truc en vous, par exemple les atomes, en leur attribuant une masse, et si on compte le nombre d'atomes, on va être capable de vous attribuer à vous une masse. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une masse nulle? Bon, en gros, pas de masse. Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ah, le photon, oui, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est l'idée du photon. Sauf que le photon, hop, je vous mets quelques formules au passage dans réaction live, puisque je vais m'appuyer un tout petit peu dessus, qui ne se transforme pas. Allez, transforme le matbot. Voilà. Le photon, ça pose une petite question. Si on considère que le photon a une impulsion non nulle, donc l'impulsion, c'est la quantité de mouvement, qui peut se noter h sur lambda, mais que l'impulsion en règle générale d'une particule c'est aussi mv, eh ben on a un petit problème, puisqu'on se rend compte que du coup, on a mv égale h sur lambda, donc on est capable d'attribuer une masse au photon, en quelque sorte. Ah, merci Maxime. Donc on est capable d'attribuer une masse au photon. Et donc on pourrait dire qu'une particule de masse nulle, ça n'existe pas. La dualité onde-corpuscule, par exemple, si on considère qu'un corpuscule est aussi une onde, on peut attribuer une longueur d'onde à n'importe quelle particule, même à un être humain, si vous voulez, je peux vous attribuer une longueur d'onde avec cette formule. On peut attribuer une longueur d'onde à un électron, mais on peut aussi attribuer une masse à quelque chose qui n'en a pas. En réalité, on croit qu'il y a une contradiction, il n'y en a pas vraiment. Si on regarde un petit peu plus ce qui se passe, en relativité restreinte, il y a normalement quelque chose d'un petit peu plus précis pour parler de l'énergie, qui doit se faire grâce au quadrimoment, et c'est la formule que je vous ai donnée en bas qui dit que carré c'est c carré p carré plus m carré c4, et avec ça on va réussir à retomber à peu près sur nos pattes. Mais ça reste quelque chose qui est assez difficile à considérer. Et enfin, dernière notion sur laquelle on m'a demandé de m'arrêter, c'est la notion d'infini. Donc qu'est-ce que l'infini? L'infini, c'est quelque chose qui est ultra large, je ne vais pas dire que ce sera un domaine infini, mais déjà c'est quelque chose à séparer de l'indéfini. On a souvent tendance à croire que l'infini, on sépare jusqu'où ça va loin, alors qu'en mathématiques, par exemple, l'infini, c'est quelque chose qui est quand même plutôt précis. L'infini, c'est très grand, mais c'est pas indéfini. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'infini? On peut le voir d'un point de vue physique, mathématique, philosophique, enfin il y a plein de points de vue. Moi, je vous parlerai un tout petit peu plus du point de vue physique, et notamment de là où on en entend le plus parler, c'est qu'on va se demander, est-ce que l'univers est infini? Tout simplement. Enfin, tout simplement, un petit peu plus quand même. Et en fait, c'est très difficile comme question, puisque ça demande de définir ce qu'est l'infini, justement. Est-ce que, par exemple, vous considérez qu'une boucle, c'est-à-dire repasser infiniment au même endroit, donc pouvoir aller toujours tout droit, sans jamais vous arrêter, sans jamais trouver une barrière, une limite, est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est de l'infini? Bah, c'est une question qui se pose. Maintenant, il y a aussi la notion de ça s'arrête jamais parce que c'est toujours infiniment plus grand. Et en fait, c'est assez difficile de penser à ça sans aller dans des théories qui sont assez complexes. Si on regarde par exemple la relativité générale, on considère que le début de l'univers, ça se fait avec le Big Bang, en tout cas le début de notre univers tel qu'il est
maintenant, se fait avec le Big Bang. Et quand on considère ça, on a des valeurs infinies qui apparaissent, qui sont appelées des singularités en l'occurrence, qui sont à l'origine du temps. Et c'est assez complexe de passer par ces singularités pour comprendre ce qu'est l'infini. Donc, plus précisément, comment ça s'est formé l'univers, c'est ça la question. Pour ça, il faut se demander ce que c'est que l'univers et comment on est capable de qualifier tout ça. Et en fait, on a un gros problème même pour qualifier le début de l'univers, puisque ça nous ramène au tout début. Quand je vous ai parlé des grandeurs de Planck, ça nous ramène notamment à l'ère de Planck. C'est un truc qui est au tout début de la création de l'univers. Et notamment, on peut considérer que le temps de Planck, à ce niveau-là, c'est un petit peu l'équivalent du zéro de notre univers. On n'est pas capable de voir quelque chose qui s'est passé avant l'univers. Et à partir de ces moments-là, on est très mauvais pour en parler, puisqu'il faudra avoir des théories qui soient capables de nous parler et de la gravité et de la physique quantique en même temps. On arrive sur des théories de gravité quantique, et ça jusqu'à présent, on n'a pas réussi à vraiment les unifier. Ce qui achève ce que j'ai à dire sur tout ça. Je te remercie, Quentin. Donc vous avez vu un peu pourquoi, les raisons pour lesquelles le zéro a été dans toutes les périodes et encore aujourd'hui si difficile à concevoir. Si aujourd'hui on croit que le zéro ça peut avoir peu d'intérêt, peu de sens, etc., c'est quand même rien qu'un chiffre après tout. C'est aussi un nombre et c'est ce qui fait sa force. Et malgré toute la passion que j'ai pour ce zéro et la passion que je vous ai donnée, parce que je sais que vous avez tous désormais la passion du zéro, il va falloir conclure. Donc on arrive sur la conclusion de la conférence. J'ai noté quelques petites phrases récapitulatives, donc que ce petit symbole anodin n'est finalement pas tant que ça, comme on vient de le voir. On n'a pas simplement affaire à une boucle, on a affaire à un truc qui est un vrai nombre unique et qui a une force assez incroyable. Il a fallu définir le zéro en tant que concept pour comprendre sa vraie force, donc c'est tout ce qu'on a pu vous montrer avant. Le zéro n'est pas un concept si ancien qu'on pourrait le croire. Alors en tant que concept, il l'est. En tant que marqueur de position, il l'est. En revanche, en tant que tout ce qu'on lui connaît aujourd'hui, non, pas du tout. Et voilà, c'est pas si vieux que ça et c'est pas encore si clair que ça. D'où le point suivant, le zéro suscite encore des questions. Et je tenais aussi à noter qu'en histoire, il n'existe pas d'année zéro. On passe directement de l'année -1 à l'année +1. Qui est quand même un point étonnant, je trouve. Notons, et je ne l'ai pas dit avant parce que c'est un peu compliqué, je voulais pas revenir, enfin compliqué, non c'est pas compliqué, mais je voulais pas revenir là-dessus trop longtemps puisque ça n'avait pas particulièrement d'intérêt. Les Mayas, dont il a été question un peu plus tôt dans le chat, avaient donné une place un peu particulière au zéro puisqu'ils avaient défini 2 zéros. Ils avaient défini un zéro cardinal et un zéro ordinal. Donc en fait, ils avaient un zéro qui avait une valeur de 0 et ils avaient un zéro qui servait simplement à indiquer qu'il n'y avait rien à cet endroit-là. Voilà, on peut se poser la question de pourquoi cette double définition. Et leurs 2 zéros étaient différents et représentés différemment. Voilà. Je vous propose de revenir très rapidement sur ce dont j'ai pu vous parler. Je vous ai parlé à un moment de l'os d'Ishango, c'est quand même super intéressant. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner plus loin là-dessus que ce que j'ai pu vous en dire. Et voilà, la machine anticitaire, donc je vous ai déjà dit d'aller vous renseigner dessus. C'est vraiment passionnant et très, très perturbant, tout ce qu'on peut lire autour d'anticitaire. Bakshali, c'est le fameux manuscrit, donc ça suscite tellement de doutes que pour moi c'est un truc à creuser. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner, il y a des tonnes de livres et de pages et d'articles à lire dessus, c'est bien. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire diviser par 0? Alors aujourd'hui, on a des réponses mathématiques à cette question, mais je crois que ce que disait Brahmagupta amène cette question. Qu'est-ce que ça veut dire diviser par 0? Parce qu'a priori, diviser par 2, ça veut dire qu'on va couper en 2 parts égales une quantité. Diviser par 1, c'est qu'on va couper en une part une quantité. Et diviser par 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, l'autre question, c'est pourquoi compter en base 10?
A priori, j'ai vu qu'il a été évoqué dans le chat que la base 60 permettait, en termes de divisibilité, d'avoir beaucoup d'intérêt. Et, pourquoi compter en base 10 alors? Si la base 60 est tant plus simple que ça? Bon, souvent, on va répondre parce qu'on a 10 doigts, hein. Voilà, j'anticipe un peu les réponses de Quentin, je le sais. Mais finalement, on peut compter la base 60 sur nos doigts. Je l'ai fait cette année, donc on peut le faire aussi. Mais enfin, voilà. Et du coup, faut-il différencier le 0 en tant que marqueur de position et le 0 en tant que nombre? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a besoin de le définir différemment? Puisqu'à priori, c'est quand même deux concepts un peu différents. Mais en même temps, on différencie pas le 2 qui permet de dire qu'on a 2 centaines et le 2 qui dit qu'on a 2 unités et qui vaut 2. Donc, bon, voilà, c'était la petite question un peu de fin d'exposé pour ouvrir les esprits autant que possible. Avant de passer aux sources et à vos éventuelles questions, je voulais vous remercier de m'avoir écouté pendant un peu plus d'1 heure vous parler de rien, puisque c'est plus ou moins le thème de cet exposé. Et voilà, c'était mon petit remerciement. Vous avez ici toutes les sources, donc les 2-3 livres que j'ai utilisés. Quelques vidéos qui sont vraiment bien faites et assez complètes, des sites web, toutes les images utilisées à droite. Ensuite, je voulais remercier plusieurs personnes. Je sens qu'il y en a plein qui vont me dire que j'avais pas à les remercier, mais c'est pas grave. Je vais commencer par remercier Miss Allison et Fox, parce que ça fait maintenant 2 semaines, 1 mois qu'ils me supportent tous les soirs en train de préparer cette conférence. Ça n'a pas dû être facile. Donc je les remercie de leur bienveillance à mon égard. J'ai pas toujours été marrant. Enfin, en fait, de mon point de vue, j'étais marrant, mais a priori pas du leur, donc merci de m'avoir supporté. Ensuite, je voulais remercier Quentin de son intervention. Vous l'avez vu, elle était complète et pertinente et c'est toujours un plaisir de discuter avec Quentin et de le faire intervenir dans ce genre de projet. Je voulais remercier Maxime et Moitié Prix. Je sais pas si Moitié Prix est là, il me semble pas l'avoir vu, mais je voulais remercier Maxime Aurélien donc pour la possibilité qu'il nous donne d'organiser tout ça. Ok, bah, salut Moitié Prix, je suis content que tu sois là. Et voilà, donc je les remercie de la possibilité qu'ils nous donnent d'organiser ces conférences. D'habitude, je fais toujours mon petit blabla à la fin de la conf, et du coup, bah, je fais mes remerciements et toute la suite comme ça. Merci à Lou et Léo aussi. Léo qui, je vais faire la même bêtise, mais que je crois n'a pas avoir vu aujourd'hui. Mais merci à toute l'équipe du serveur, c'est toujours un plaisir de taffer avec vous. Et merci à tous les présents ce soir, parce que s'il n'y a pas de personne pour écouter une conférence, il n'y a pas de conférence. Donc je vous remercie grandement.